Alors, on va donc parler du service inscription. Le service inscription. L'agenda d'aujourd'hui, on va présenter un peu le contexte et les objectifs de ce service. Pourquoi le service inscription? Le public cible, pour qui est-ce qu'on inscrit et qui doit inscrire. On va vous présenter les concepts clés, en gros, tout ce que vous devez connaître ou garder à l'esprit lorsque vous devez accéder à ce service ou alors développer vos applicatifs qui devront accéder à ce service. On va vous expliquer le fonctionnement du service de manière générale et on prendra un exemple plus concret pour faire le lien entre tous les concepts clés et le fonctionnement du service et un cas concret que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Alors, le contexte, c'est que pour respecter la réglementation relative à la protection des données, notamment le RGPD, toutes les administrations qui effectuent un traitement sur des données à caractère personnel des citoyens doivent déclarer l'existence d'un dossier ouvert pour la personne concernée. Et donc, c'est une obligation légale pour toutes les administrations de pouvoir déclarer que nous traitons le dossier de monsieur ou de madame un tel. Et cela a pour objectif de pouvoir contrôler les accès. Donc, l'inscription devient alors un préalable pour pouvoir consulter des données à caractère personnel qui proviennent d'une source authentique, ça peut être le registre national ou le SPF Finance, par exemple. Et ça va nous permettre aussi de journaliser, ça veut dire garder une trace du dossier administratif, qui a accédé au dossier de qui et pourquoi, et pour répondre alors à un objectif de transparence, pour pouvoir informer le citoyen lorsqu'il souhaite connaître quelle administration possède des données qui me concernent. Et donc, contrôle d'accès, journalisation et transparence. On le verra par un exemple un peu plus concret. Alors, c'est quoi une inscription? Donc, concrètement, il y a une base de données qui s'appelle répertoire des inscriptions. Et cette base de données va enregistrer alors toutes les inscriptions. Et une inscription va matérialiser, ça sera en fait une entrée dans cette base de données qui va matérialiser le fait qu'une administration possède un dossier administratif sur un citoyen et dans un cadre bien précis, celui d'un dispositif légal. Et c'est en gros le dispositif légal qui autorise l'administration à consulter des données personnelles, mais dans le cadre strict de ce dispositif. Le répertoire des inscriptions dont on va parler tout au long de cette présentation est hébergé à la B7, donc il est géré par la B7. Alors, pour qui? Pour qu'est-ce que vous devrez inscrire? Il y a une obligation d'inscrire lorsque vous traitez des données à caractère personnel. Tout au long de la présentation, vous allez voir ce sigle DACP, c'est données à caractère personnel. Donc, lorsque vous traitez des données à caractère personnel, vous êtes obligé d'inscrire. Ça veut dire que vous allez venir dans le répertoire des inscriptions et préciser que nous avons un dossier administratif ouvert pour monsieur ou madame dont le numéro d'origine nationale est le suivant. Donc, c'est le cas de la consultation de la signalétique d'un citoyen au registre national, par exemple. Le traitement, comme je le disais tout à l'heure, un traitement de données. Par traitement, on comprend la collecte des données à caractère personnel, la conservation, donc le stockage, l'utilisation, si vous devez les utiliser, les intégrer dans votre applicatif métier, la modification ou les transmettre à des tiers, parce qu'il peut aussi arriver que vous puissiez collecter des données et les transmettre à des tiers. Par contre, il y a des cas qui ne nécessitent pas qui n'impliquent pas une contrainte d'inscription. C'est tout ce qui est traitement de données publiques, c'est-à-dire des données qui ne sont pas à caractère personnel. C'est notamment les données d'entreprise qui sont déjà accessibles, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ici, le public search de la Banque Afro d'échange de données. Eh bien, lorsque vous collectez ces données, que vous les conservez, vous les utilisez, vous les modifiez, vous n'êtes pas obligé d'inscrire. Donc, on peut retenir que lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, obligation d'inscrire. Par contre, pour les données publiques, pas d'obligation d'inscrire. On va alors parler de quelques concepts clés qui vont nous accompagner tout au long de cette présentation et qui vous seront utiles dans le développement de vos applicatifs. C'est notamment le répertoire des inscriptions, on l'a déjà présenté, on va peut-être rentrer un peu en détail. On va parler des mutations et je vous rappelle qu'il y a un workshop spécifique pour les mutations qui va aller plus en détail sur les mutations. Ici, on va vraiment présenter le concept général des mutations. On va parler du
concept de contexte légal. C'est quoi un contexte légal? Le concept de dossier et le concept de période d'inscription. Alors, tout de suite, on va parler du répertoire des inscriptions. Comme on l'a dit, il est entièrement maintenu par la B7. Il permet de stocker l'ensemble des inscriptions réalisées par les administrations. Et la B7 garde aussi une trace d'un dossier même après sa clôture. Ça veut dire, vous avez ouvert un dossier sur un citoyen pendant la période qui couvrait votre traitement, et au bout de cette période, vous avez clôturé ce dossier, eh bien, la B7 va quand même garder une trace de cette inscription. Ça veut dire que les inscriptions ne sont jamais supprimées physiquement dans la base de données, mais elles sont conservées. Il existe d'autres répertoires d'inscription, à part celui de la B7, il y en a à la BCSS, chez BOSA, pratiquement toutes les sources authentiques gardent un répertoire des inscriptions, toutes les sources authentiques qui traitent des données caractère personnel. Inscription. Alors, mutation. Donc, une mutation, c'est quoi? Une mutation, c'est une modification d'une donnée dans une source authentique. Je prends le cas du registre national. Vous avez les données d'un citoyen et il arrive que ce citoyen change d'adresse. Le registre national va envoyer une notification de mutation. Ça veut dire monsieur ou madame un tel a changé d'adresse. Et donc, la réception des mutations vous permettra d'avoir une base de données à jour, d'être informé de tous les changements concernant les citoyens ou la population pour laquelle vous traitez les données. Et ces mutations sont communiquées quotidiennement par les sources authentiques et ces mutations passent par la B7. Et dans le cas de la consultation des données à caractère personnel, l'inscription est obligatoire. Ça veut dire si vous devez recevoir des mutations pour un citoyen, vous êtes obligé d'inscrire préalablement ce citoyen. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez plus de détails sur le service mutation dans le workshop dédié à la mutation, aux mutations. Un autre concept clé qui est important, c'est celui de contexte légal. Et vous entendrez souvent parler plus, on utilise le légal contexte, mais voilà, c'est le contexte légal. Et le contexte légal n'est rien d'autre que la référence de la finalité d'un échange de données dans le cas d'un dispositif légal. Et on prendra un exemple concret, c'est celui de la gestion académique, par exemple. Et donc, on utilisera le terme gestion académique pour faire référence au contexte légal gestion académique qui gère en gros le parcours académique des étudiants dans l'enseignement, par exemple l'enseignement supérieur. Et alors, le contexte légal, je prends l'exemple ici, gestion académique, il est défini par la B7, mais en collaboration avec vous et la source authentique, pour certains cas. Mais parfois, ça sera entre vous et nous, mais pour certaines sources authentiques, on impliquera aussi la source authentique dans cette définition du contexte légal, quel est le terme qu'on va utiliser pour définir le dispositif légal qui est derrière. Et le contexte légal est un élément obligatoire. Il doit apparaître dans tous les appels vers les services B7. Et ça permet justement de répondre aux objectifs qu'on a évoqués tout à l'heure, la transparence, notamment le contrôle d'accès aussi. Un autre concept clé, c'est le dossier. Alors, le dossier, c'est un concept métier. C'est plus chez vous, c'est vraiment vous qui allez parler de dossier. Et le dossier, il va vous permettre en fait de rajouter des éléments de contexte. Il va matérialiser le fait que vous avez au sein de votre administration, comme le nom l'indique, un dossier ouvert pour un citoyen. Et donc, il y aura ce concept de dossier. Et l'application métier, donc votre application, celle que vous allez développer vous-même ou par votre sous-traitant, va faire un lien alors entre un identifiant de dossier, ça veut dire dans notre application métier, Monsieur X possède tel numéro d'identifiant, par exemple, et étant donné que nous devons garder une trace de cette inscription dans le répertoire des inscriptions, on aura alors une référence de cette inscription. Et donc, on a deux éléments qui seront liés quelque part dans la vie de votre applicatif métier. Ça veut dire la référence du dossier chez vous et la référence de l'inscription dans le répertoire des inscriptions. Mais vous verrez, ça sera plus clair dans l'exemple qu'on va prendre. Un autre concept clé, c'est celui de période d'inscription. Période d'inscription. En gros, c'est la période de traitement. C'est celle qui indique le cycle de vie du dossier au sein de votre administration. Et retenons qu'il y a deux éléments principaux dans ce cycle de vie, c'est le lancement du traitement et la fin du traitement. Et le lancement du traitement, en gros, c'est lorsque vous créez une inscription. Lorsque vous venez à la B7, dans le service dans le répertoire des inscriptions, et vous dites, moi, administration, un tel, je gère un dossier sur
monsieur ou madame. Donc ça, c'est le lancement de l'inscription. Alors, la date de début de l'inscription peut être antérieure à la date du jour. Ça veut dire, aujourd'hui, le 14 décembre, vous venez inscrire dans le répertoire des inscriptions, mais vous pouvez préciser que j'ai commencé à traiter le dossier de monsieur ou madame X à partir du 1er décembre. Ça veut dire qu'on peut avoir une date antérieure à la date du jour. Et la fin du traitement, elle implique la clôture de l'inscription. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une inscription n'est jamais supprimée. C'est qu'on va juste la clôturer. OK, on a fini de traiter le dossier et cela doit être fait de manière explicite. Ça veut dire que vous devez le faire vous-même, même s'il y a des mécanismes qui sont prévus pour clôturer à la fin de la période, mais l'administration doit le faire elle-même. Parce que si une inscription reste active pendant longtemps et que vous n'avez plus légalement le droit, admettons que vous ne deviez consulter les données d'un citoyen que pendant 1 an pour répondre aux objectifs de votre dispositif légal, si après 1 an, vous continuez à consulter les données de ce citoyen, vous êtes en infraction par rapport à la loi. Et donc, voilà, vous devez clôturer de manière explicite cette inscription. Voilà pour les concepts clés. On va alors présenter un peu le fonctionnement du service en pratique, comment il fonctionne. Vous avez sur votre écran, on a mis trois blocs. Le premier bloc, tout à gauche, c'est le bloc métier. En gros, c'est chez vous. Votre applicatif métier, vous avez une application back-office et des postes clients qui vont accéder à votre application back-office. Vous devez interagir avec la banque Carrefour d'échange de données via notre ESB. Et à la B7, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on tient un répertoire des inscriptions. Alors, pour pouvoir accéder aux sources authentiques, le bloc le plus à droite, on a l'exemple du registre national ou du SPF Finance ou de la sécurité sociale pour accéder aux données handicap. Donc, on a ces 3 blocs. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner en pratique? Donc, premièrement, votre application en back-office va faire un appel vers le service inscription qui est à la B7. Et il y a donc une étape de validation en interne au niveau de la B7 pour valider cette inscription au répertoire des références. Quand cette inscription est validée, on inscrit alors une demande d'inscription dans le répertoire des inscriptions, ce qui permet de générer une référence d'inscription. Ensuite, la réponse de la demande vous est retournée et vous recevez alors la référence de l'inscription. Et cette référence de l'inscription, vous allez alors la coupler avec une référence de dossier, ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous avez une référence d'inscription, et la référence d'inscription, ce n'est pas vous qui la générez, elle vient du répertoire des inscriptions, et vous allez alors la coupler avec une référence de dossier. Et avec ces 2 éléments, vous allez alors être en mesure de pouvoir appeler la source authentique en passant par la B7. Vos requêtes alors peuvent passer, arriver jusqu'à la B7. Il y a alors un mécanisme de contrôle, des mécanismes de contrôle. En gros, on va vérifier, OK, est-ce que une administration donnée peut-elle accéder au registre national, par exemple, pour la référence d'inscription donnée. Et si c'est OK, ben le contrôle est passé. La requête peut aller jusqu'à la source authentique. Une fois la source authentique reçoit votre requête, eh bien, elle peut vous répondre toujours via la B7 et vous recevez alors les données. Voilà en gros le fonctionnement du service inscription. Et dans la pratique, comment ça fonctionne? Je ne sais pas, parmi vous, il y a peut-être des profils différents, peut-être des chefs de projet, peut-être certains ont un profil plus technique. Alors, dans la pratique, comment est-ce que ça fonctionne? Et donc, il y a des opérations. En gros, les opérations, ben, c'est le terme qui va désigner les actions que vous pouvez effectuer dans ce service. Et donc, il y a 6 données, qui déterminent l'unicité d'une inscription. Et les 3 premières sont obligatoires. C'est notamment l'organisation, donc la référence de votre organisation. Si c'est une OIP, ben, c'est peut-être le numéro BCE. Si c'est un service du SPE ou de la fédération, ben, on a d'autres identifiants. Ça peut être l'identifiant LDAP qu'on a ici en interne. Donc, l'organisation, le contexte légal, le dispositif, okay, et le sujet. En gros, c'est le qui. On a le qui, le pourquoi et le pour qui. Qui effectue le traitement? Pourquoi le dispositif légal et pour qui le motif
pour qui? Le citoyen, qui sera identifié par son numéro de registre national. Donc, la première opération disponible, c'est celle de créer, la création. Publish inscription. Donc, créer un citoyen dans le registre des inscriptions. En gros, annoncer que nous avons un dossier ouvert pour monsieur ou madame. Si vous arrivez au terme de cette période d'inscription, qui était définie au moment de la création, et que vous vous rendez compte que pour une raison donnée, légale bien évidemment, vous devez continuer à traiter les données du citoyen, vous pouvez alors étendre votre inscription. C'est alors l'opération Extend Inscription. Vous avez l'opération de clôture, comme on vous le disait tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, elle permet de clôturer l'inscription. En gros, c'est la déclaration de fin de traitement. Et l'opération la plus utilisée, c'est certainement celle de recherche. Tous vos applicatifs, lorsqu'ils devront, par exemple, envoyer une requête vers une source authentique pour laquelle il y a des données à caractère personnel, devront vérifier est-ce que je n'ai pas déjà une inscription pour le citoyen donné, afin de ne pas tenter de créer une inscription qui existe déjà. Voilà les 4 opérations qui vont revenir dans la présentation. Alors, en pratique, prenons un exemple pratique. On a choisi ici de parler de l'inscription d'un étudiant dans un établissement d'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce que on parle déjà d'inscription à l'université et on parle aussi d'inscription dans le répertoire des inscriptions. Comme ça, vous comprendrez la petite nuance qu'il peut y avoir entre inscrire chez vous et inscrire à la B7, donc chez nous. On prend l'exemple de Marie Dupont. Alors, tout à gauche, c'est le cheminement classique, comment est-ce que les applicatifs vont interagir avec l'AB7 et le registre national. Et tout à droite, vous avez alors une timeline avec des marqueurs qui indiquent les actions possibles ou autorisées à un instant T pour pouvoir gérer cette inscription. D'accord? On va y aller point par point. Alors, la première des choses, c'est que Marie Dupont arrive à l'université. Au point 1, la consultation des données à caractère personnel de Marie Dupont n'est pas autorisée, ni légalement, ni techniquement, car il n'y a aucun dossier ouvert et donc pas d'inscription dans le répertoire des inscriptions. Donc le point 1, vous voyez, consultation, c'est barré. On n'a pas fait d'inscription, donc on ne sait rien faire pour Marie Dupont. Alors, Marie s'inscrit à l'université. L'université a une référence de dossier. Dans l'applicatif de l'université, il y a une référence de dossier. Donc l'université ouvre un dossier pour Marie Dupont. Ensuite, à l'étape 2, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Voilà, donc l'université a ouvert un dossier pour Marie Dupont, OK, mais elle n'a pas encore publié, elle n'a pas encore inscrite Marie Dupont dans le répertoire des inscriptions de la B7. Donc, à ce stade-ci, donc au point 3, la consultation n'est toujours pas possible. On ne peut toujours rien consulter. On a un dossier, c'est vrai, ouvert côté métier, mais étant donné que la B7 n'est pas au courant que vous avez un dossier ouvert, vous ne pouvez donc pas accéder au registre national pour récupérer les données de Marie Dupont. Donc, au point 3. Au point 4, vous avez alors vous lancez un appel au service d'inscription de la B7, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous inscrivez donc Marie Dupont dans le répertoire des inscriptions. Donc, l'opération Publish Inscription. Alors là, maintenant, les conditions sont réunies pour pouvoir consulter les données de Marie et aussi recevoir les mutations sur les données de Marie. Et on précise bien ici le contexte légal, gestion académique. Et c'est uniquement dans ce dispositif qu'on doit consulter ou récupérer les données de Marie Dupont. Ça veut dire, si pour une raison quelconque, l'université décide, imaginons, d'offrir des trottinettes aux étudiants, qui n'a rien à voir avec le parcours ou la gestion du parcours académique, à ce titre-là, l'université ne peut pas essayer de consulter les données de Marie Dupont, parce qu'on sort du contexte légal. Donc, au point 4, on peut maintenant commencer la consultation, c'est ce que vous voyez au point 5. Donc, entre le point 5 et le point 7 de notre timeline, la consultation devient alors possible. On peut consulter les données de Marie, les données à caractère personnel de Marie Dupont. Voilà ce que je disais, entre 5 et 7. Alors, on avance dans notre exemple. Marie Dupont termine ses études. Marie Dupont termine ses études, elle a obtenu son diplôme, et dans ce cadre-là, le service administratif a fini de traiter le dossier de Marie Dupont
Et à un moment, on doit donc perdre la référence du dossier de Marie Dupont. Elle a fini ses études, elle ne veut pas avoir de garder de lien avec l'université, elle est partie. OK, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes donc au point 7, on fait une clôture du dossier. Mais la clôture du dossier, chez vous, n'implique pas encore la clôture de l'inscription chez nous. C'est pour ça que vous voyez au point 8, la consultation est techniquement possible, puisque le dossier peut être clôturé chez vous, mais l'inscription est encore valide chez nous. Donc, techniquement, la consultation est possible, mais légalement, elle est interdite, parce que vous avez atteint les délais. Si c'était pour une année académique, ça durait peut-être 10 mois maximum, et bien au bout des 10 mois, vous n'avez légalement plus le droit de consulter les données de Marie Dupont. Et donc, au point 8, les données sont techniquement consultables, mais légalement, la consultation est interdite. Jusqu'à ce que l'université le fasse de manière explicite, vous faites alors un appel au service d'inscription pour clôturer l'inscription. Une fois que vous avez clôturé l'inscription, on arrive alors au point 10, plus de consultation possible. Alors, si nous revenons un peu en arrière au point 7, Marie a terminé ses études. Non, Marie n'a pas terminé ses études. Malheureusement pour elle, elle n'est pas diplômée et elle reprend sa dernière année, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? L'université ne va donc pas clôturer son dossier et clore son inscription, mais l'université va alors étendre son inscription parce qu'elle est là pour une année académique en plus. Et donc, c'est l'opération externe dont on a parlé tout à l'heure. Voilà le fonctionnement général du service inscription partant d'un exemple concret. Et donc, une fois qu'on a clôturé l'inscription, la consultation n'est plus possible parce que tous les mécanismes de contrôle qui sont mis en œuvre à la B7 vont bloquer cette consultation. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir du service inscription? Donc, tout échange de données à caractère personnel implique le respect strict de certaines règles pour se conformer à la législation. L'inscription matérialise le fait que vous possédez un dossier ouvert pour un citoyen et dans le but de répondre à des demandes d'information des citoyens pour assurer le contrôle d'accès aux données à caractère personnel. Et n'oubliez pas de prendre en considération tous les concepts clés qu'on a évoqués aujourd'hui lors de cette présentation afin d'en tenir compte dans votre applicatif métier, si vous développez vous-même ou si c'est un prestataire, et d'aussi être au courant de ça. Et bien évidemment, tous les détails techniques de ce service sont disponibles dans la documentation du service. Donc voilà pour le service inscription. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes ouverts. Vous pouvez soit lever la main, et je ne sais pas s'il y a eu entre-temps des questions sur le chat. Alors, je voulais juste un peu avoir une précision hein, entre le dossier, l'information qu'il faut mettre dans le dossier et l'inscription. Il me semble que dans vos documents, le dossier soit une donnée optionnelle. C'est bien correct, si je ne me trompe pas. Parce que dans la plupart dans les applications que j'ai faites pour les clients, pour nos clients, je n'ai quasi pas, je n'ai pas mentionné des dossiers. On utilise rien que le numéro d'inscription. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre concrètement dans le dossier? Ce sont nos informations à nous qui nous concernent, à nous, ou bien il y a un canevas de trucs qui sont un peu légaux plutôt qu'il faut mettre dans les dossiers, en fait. Il n'y a pas de canevas légal. C'est vraiment quelque chose, c'est un identifiant, je vais dire, qui va vous permettre de retrouver plutôt vos informations, de retomber vraiment sur le dossier administratif chez vous. Ce qu'il se passe quand vous effectuez pardon, une inscription, c'est que vous récupérez une référence d'inscription. C'est une référence d'inscription qui a été créée, générée automatiquement par la BCD. Elle n'a aucune valeur métier, elle ne signifie rien au niveau métier. Par contre, vous avez probablement un identifiant de dossier métier qui va vous parler beaucoup plus. Je prends l'exemple, par exemple, si on fait une taxation de données, taxation de données véhicules, de véhicules qui sont immatriculés, on va avoir une plaque d'immatriculation, ce qui est quelque chose de beaucoup plus parlant, par exemple, qu'une suite de chiffres et de lettres de référence d'inscription. Ça peut constituer un identifiant de dossier. Donc c'est vraiment le dossier, c'est quelque chose d'optionnel, vous l'avez tout à fait bien indiqué. C'est quelque chose d'optionnel, pardon, mais qui peut vous aider à faire le lien avec votre propre métier. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, 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 d'accord. Oui, ça va. Donc, ces informations, le dossier, quand même, vous les stockerez, quoi. Si on les met dans une requête, vous les stockez quelque part.
Vous le gardez Oui, pour nous, en fait, entre En guillemets. fait, oui, c'est ça. Donc l'information et de la référence d'inscription, bien sûr, et de l'information du dossier que vous indiquez à l'inscription, elle est bien conservée au niveau du répertoire des références, au niveau des répertoires des inscriptions. Donc, si jamais quelqu'un se plaignait, voilà, on a consulté mes informations, il suffit pas seulement de lui dire que voilà, c'est la telle société, bien le forum qui a consulté vos informations, mais vous pouvez leur dire éventuellement, voilà, ils ont consulté vos informations pour tel dossier qu'ils ont chez eux, entre guillemets, quoi. Je ne suis pas sûr qu'on descende à ce niveau-là. Disons que nous, Oui. on communiquera que c'est le forum, et là, à ce moment-là, voilà, il y aura très probablement une entente avec le forum au niveau de la B7 pour voir justement pouvoir descendre au niveau granularité vis-à-vis des infos communiquées au consommateur final, sachant que, comme je le disais, cette notion de dossier, elle vous est propre, mais nous, à la B7, évidemment, elle ne représente rien pour nous, donc on aurait du mal à communiquer sur cette donnée. D'accord, ça va. Donc, c'est vraiment plus métier, quoi. Ça va. C'est tout à fait métier, oui, tout à fait. Ok, ça va. Merci bien. Il y a une question de Monsieur Massard aussi. Là, je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer votre micro. Oui, je pense que c'est bon. Oui, tout à fait, on vous entend. Donc voilà, j'avais une question en lien avec ce qui vient d'être dit. Si l'on veut pouvoir tracer les choses et donner des renseignements lorsqu'il y a par exemple une enquête, admettons que dans une administration, il y a une consultation illicite de données. À un moment donné, on doit pouvoir identifier ce qui s'est passé, qui est l'auteur de cette consultation. Or, on n'a pas parlé d'une information de ce niveau de détail. Elle ne semble pas stockée au niveau de la B7, donc cela veut dire qu'au niveau des différentes administrations, nos applications métiers doivent inclure une traçabilité de tous ces accès de manière à pouvoir identifier quel serait le collaborateur fautif qui, par exemple, a accédé à des données en dehors du processus de traitement pour lesquels l'accès à ces données avait été demandé. C'est tout à fait exact. Donc, vous avez deux concepts principaux. Vous avez le concept d'inscription qui a été développé aujourd'hui. Et là, ça nous permet, au niveau de la B7 du répertoire des référents des inscriptions, de pouvoir voir qu'il y a un dossier administratif ouvert pour une certaine période, pour une personne donnée. Mais évidemment, c'est très large comme notion. Et en effet, vous le soulignez tout à fait, il faut pouvoir descendre au niveau granularité et pouvoir tracer plus finement les accès qui ont été faits. Vous pourrez avoir une inscription qui a été ouverte pour une longue période, durant laquelle, pour des besoins tout à fait légitimes, vous avez un certain nombre de consultations des données de cette personne-là qui sont faites. C'est tout à fait ça peut arriver et ce n'est pas illégitime pour autant. Par contre, évidemment, il faut pouvoir tracer ces consultations qui sont faites pour pouvoir remonter qui a fait quoi et dans quelle finalité. Mais ça, en effet, c'est plutôt au niveau interne de l'administration que ça va se jouer. Donc, on a deux niveaux. On a un niveau, au niveau inscription, pardon, qui va se jouer au niveau de la BCN, au niveau du répertoire des inscriptions, et un niveau plus bas au niveau de l'administration même. Vous avez deux solutions pour effectuer ce tracing-là. Donc, c'est des traces, c'est les traces légales, en fait, de ce dont on parle ici. Soit vous effectuez cette prise de trace légale dans votre application même, l'application métier que vous développez, soit vous faites appel à un service de la B7 qui n'est pas le web service inscription, qui est le web service trace, qui vous permet d'effectuer cette prise de trace, mais ne pas la stocker dans votre application même, et la stocker au niveau de la B7. Mais c'est deux concepts différents. Très bien, merci. Monsieur Pouillet peut intervenir. Je ne sais pas si vous avez la capacité d'activer votre micro. Oui. Oui, je me demandais, donc si on a un projet où on a un système en fait d'inscription, mais on n'est pas sûr que ce soit suffisant, est-ce qu'on peut vous demander, voir si l'inscription, si c'est suffisant ou pas jusqu'à là où on va en fait? Vous parlez d'inscription ou de trace? De traces, pas De d'inscription. trace. Oui, il est toujours possible, évidemment, qu'on
qu'on se penche, alors soit nous, soit notre équipe technique, nous pouvons donner des guidelines, des conseils sur comment effectuer la prise de traces applicative. Au niveau inscription, entre guillemets, il y a le garde-fou qui a été évoqué par mon collègue tout à l'heure, qui est le contrôle d'inscription. Donc, vous avez bien vu que vous ne pourrez pas consulter les données si vous n'êtes pas inscrit au préalable, mais évidemment, au niveau des traces, c'est autrement parce que c'est à rebours de la consultation. Et donc là, en effet, on pourrait vous aider, vous donner des guidelines, des lignes de conduite de prise de traces, soit nous au niveau pôle organisationnel de la B7, soit au niveau du pôle technique, soit aussi éventuellement votre correspondant protection des données au niveau de votre organisation, le DPO. Ok, merci. Alors, y aurait-il encore d'autres questions? Voilà, si jamais vous n'avez pas de questions maintenant, on va peut-être terminer ici notre workshop en vous remerciant pour votre présence et votre participation. Les présentations seront disponibles via la B7. Vous recevrez un courrier certainement. Je me permets d'intervenir parce que je vois qu'il y a une question dans le chat que je n'avais pas vue. Si on utilise deux outils administrativement, l'espace admin et l'outil de traitement Calliope, on a clôturé le dossier dans l'outil métier Calliope, mais le dossier n'est pas clôturé dans l'espace admin. Est-ce un dossier clôturé chez vous? Si c'est pour une même finalité, non. Donc, si vous avez ouvert un dossier et que vous le consultez via deux biais, je vais dire, si vous ne le clôturez pas, si vous ne le clôturez pas, pardon, il ne sera pas forcément clôturé chez nous. Maintenant, si vous avez deux traitements différents, avec deux contextes légaux différents, un pour Calliope et un pour l'espace admin, là, à ce moment-là, le dossier de la personne sera clôturé pour une des deux finalités, et vous n'aurez pas, pour cette finalité-là, la possibilité de faire des consultations complémentaires. Par contre, pour la première finalité, pour laquelle le dossier n'a pas été clôturé, et il a peut-être toutes les raisons de ne pas l'être, les consultations pourront continuer. Il n'y a aucun souci avec ça. J'espère avoir répondu à la question posée. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. Monsieur Massard, vous avez une autre question? Je vois une main levée. Oui, j'avais encore une question en lien avec cette gestion des inscriptions. En fait, les inscriptions sont prises dans le cadre d'un processus d'autorisation d'accès à ces ressources authentiques. Donc, on demande accès à certaines données du registre national dans le cadre du traitement de dossiers, par exemple. Il arrive régulièrement que la législation change, soit au niveau métier, soit au niveau de l'accès à des données à caractère personnel. Dans notre administration, nous avons ainsi accès à des données à caractère personnel qui datent de plus de 10 ans. Entre-temps, il y a eu des modifications quant à l'accès à ces données. L'autorité de la protection des données a restreint un certain nombre d'accès. Donc, si aujourd'hui on devait demander les mêmes autorisations, elles seraient certainement différentes de celles qui ont été octroyées. Quelle est notre obligation de suivre cela? Comment se fait la mise à jour de ces accès? Est-ce qu'on est obligé de revenir vers la source authentique, vers un nouveau processus d'autorisation, ou est-ce que c'est au contraire la source authentique qui a délivré il y a 10 ans cette autorisation qui va revenir vers les utilisateurs? Comment est-ce que ça se passe?
Je peux tenter une réponse là-dessus. Au niveau, je suis pas juriste, hein. Au niveau, je dirais qu'au niveau de la responsabilité du responsable de traitement des données, il vous incombe de ne consulter, je vais dire, que les données pour lesquelles vous êtes autorisé, pardon, à le faire. Si pertinemment vous savez, par une modification d'une base légale, par exemple, que vous n'avez plus, ou vous soupçonnez fortement le fait que vous n'avez plus droit d'accéder à des données, à ce moment-là, il faut prendre des actions, je vais dire. Alors, soit sonder la source authentique, si tant est qu'elle n'est pas déjà signifiée que la consultation n'était plus possible, euh, et en tout cas, viser en tout cas à ne plus les consommer. Je ne sais pas si je réponds à la question que vous posiez. Oui, donc ici, enfin, vous venez d'indiquer que c'est bien le responsable de traitement qui doit prendre l'initiative. C'était l'objet de ma question. Ici, enfin, j'apprends en suivant quand même l'actualité que ben, les données, par exemple, qui concernent le sexe de la personne, ne sont plus accessibles pour un traitement administratif classique sur lequel on n'a pas besoin impérativement de cette donnée. Il y a eu d'autres restrictions également, estimant que voilà, le fait d'utiliser cette donnée pour adresser des courriers, monsieur ou madame, ben, ce n'est pas une raison suffisante. Mais voilà, c'est un exemple que je cite. Je pense il y en a d'autres. Enfin, je pense qu'il y a eu restriction à l'utilisation de ces données à caractère personnel. Et ma question était de savoir qui doit prendre l'initiative ou qui doit surveiller cet aspect des choses. A priori, je reste sur l'information que je vous ai communiquée. A priori, je dirais que c'est de toute façon la responsabilité du responsable de traitement, sachant que au niveau, je vais me placer avec la casquette Banque Carrefour d'échange de données. Au niveau de la Banque Carrefour d'échange de données, on respecte, on fait en sorte évidemment, pardon, de respecter au maximum les délibérations qui ont été rendues. Mais si je reprends l'exemple de la question précédemment posée, on ne saura de toute façon pas vérifier l'entièreté des accès qui ont été réalisés. On peut très bien imaginer, ça a été évoqué tout à l'heure, une consultation qui se passe dans un cadre défini, mais qui en fait en sort et ne concerne pas ce cadre-là. Là, à ce moment-là, nous, au niveau de la BCD, on n'a pas les moyens de bloquer ça, et il est là, ça tombe sous la responsabilité du responsable de traitement. Donc, en résumé, vous êtes responsable, en tant que responsable de traitement, des consultations que vous effectuez. Et si vous savez, comme je le disais pertinemment, qu'elles ne sont plus, ou si vous doutez fortement qu'elles ne sont plus autorisées, là, à ce moment-là, je dirais que l'initiative, en tout cas, de viser une restriction devrait venir du responsable de traitement. Très bien, merci. Ah, on n'a pas de questions. S'il y a des questions complémentaires. OK, mais s'il n'y a plus de questions, on vous remercie. Merci pour votre présence, votre participation. Si jamais vous avez d'autres questions ou peut-être en réécoutant la présentation, n'hésitez pas à revenir vers nous via l'adresse support B7. Et on vous dit à très bientôt, peut-être pour un prochain comité des utilisateurs ou alors comme client pour consommer les services de la B7. À très bientôt, merci. Si vous n'avez pas de session 3, nous vous invitons à rejoindre le canal général pour le mot de clôture. Et pour ceux qui ont une troisième session, vous pouvez peut-être déjà rejoindre la troisième session. À très bientôt, merci.